Aujourd'hui, on va discuter un petit peu effectivement de comment construire un compagnon IA pour les hôpitaux. Le travail auquel ça correspondait chez Arkane, l'équipe, la mise en place et puis les avantages, les inconvénients. Alors, tout d'abord, on va faire un petit état des lieux de la santé. On va partir de l'idée qu'on a eue qui s'appelle Arkane Assistant. On va discuter un peu de l'opportunité produit auquel correspond l'IA générative, des enjeux produits qu'on a dû affronter, et enfin des petites conclusions qu'on a au stade du projet où on en est. Mais alors d'abord, pour me présenter, donc moi c'est Olivier Girardot. Sans être une anomalie, je ne suis pas exactement un expert produit. Mon domaine d'expertise il est plutôt côté data, tech et IA. Je suis le CTO d'Arkane, qui est une petite start-up dans la santé. L'objectif d'Arkane, juste pour être très clair, c'est de mieux soigner grâce aux données. Le focus principal qu'on avait, c'était la mise en place d'entrepôts de données de santé qui permettaient non seulement d'arriver à protéger les données de santé, mais en plus les rendre exploitables à l'échelle d'un établissement de santé. On est plus expert dans l'intégration des données des hôpitaux, dans les déploiements d'entrepôts de données de santé, et on est hébergeur de données de santé et certifié sur toute cette partie-là. Le focus principal qu'on va avoir en tant que société, c'est quand même la protection de ces données-là, et que ce soit du point de vue, on va dire, sécurité informatique, mais aussi du point de vue souveraineté des données, parce qu'on essaie de protéger les données de santé et de ne pas forcément les mettre automatiquement sur un cloud américain. Le monde de la santé, pour replacer un peu le contexte, il est quand même un petit peu en tension, a fortiori sur l'IA générative. On va avoir deux sujets, un premier marteau et une enclume. L'enclume, elle est relativement simple, la législation n'est pas non plus très favorable à l'innovation en santé en utilisant l'intelligence artificielle, et ça ne date pas de l'IA générative. On a eu la loi informatique et liberté, on a eu plus récemment l'AI Act, mais même la RGPD, la loi de bioéthique, et plus récemment encore, on a la Haute Autorité de Santé en 2025 qui a publié un guide pour accompagner le bon usage des systèmes IA en contexte de soins. Ça se libéralise un tout petit peu plus, mais on a quand même cette préoccupation d'essayer de protéger au maximum les données de santé et les données de tous les patients en France. Là-dessus se rajoute l'idée, dont je ne sais pas si vous êtes au courant, mais l'intelligence artificielle est très rapidement assimilable à un dispositif médical comme un pacemaker. Si vous avez une intelligence artificielle qui commence à donner un avis médical, qui commence à donner un conseil, alors on n'est plus dans le cadre et dans les prérogatives d'un dispositif normal. On rentre dans le dispositif d'un dispositif médical qui a un marquage CE, qui a un processus d'homologation et qui nécessite, a fortiori pour un système d'intelligence artificielle, de passer à travers toute une série de tests. Imaginez-vous un système d'intelligence artificielle où vous ne pouvez jamais le réentraîner sans repasser par ce marquage CE, sans repasser par ce processus d'homologation. De l'autre côté, on a le marteau qui est un peu l'IA à l'heure actuelle. Ça serait bête de se dire que la santé ne pourrait pas profiter de la partie IA générative. Et si on est complètement honnête, le niveau de productivité qu'on demande aux médecins, la pression qu'il y a au niveau des budgets, des hôpitaux et autres, fait que, qu'on le veuille ou non, les médecins, à l'heure actuelle, ils utilisent et ils copient des dossiers patients dans ChatGPT pour leur faire gagner du temps, a fortiori sur les tâches administratives. Là-dessus, nous, on a un positionnement assez clair. L'IA générative, c'est une opportunité, mais on ne peut pas transiger avec la souveraineté de la solution, avec la protection des données patientes, et c'est un enjeu qu'on veut essayer d'arriver à faire pour que l'IA soit un peu vertueuse, pour faire que l'IA et la data ne soient pas juste un bilan carbone supplémentaire, mais qu'elle ait un impact positif sur le monde. On a eu une idée là-dessus en partant de notre expérience sur la manipulation des données de santé, Arkane Assistant. Alors, l'idée d'Arkane Assistant, elle est relativement simple. Il y a plusieurs piliers. Premier, pas très imaginatif, mais quand même, un chat pour explorer le dossier patient complet. Alors, les chatbots, on les connaît depuis un certain temps. L'IA générative a remonté un petit peu le cran en termes de pertinence, et on va en rediscuter. Un outil de génération sur les comptes rendus administratifs, parce que le vrai pain point à l'heure actuelle, il est qu'on a un temps incompressible qui est passé par des professionnels de santé, qui doit être passé en termes d'attention par ces professionnels de santé, pour que les comptes rendus soient corrects, pour que le suivi du patient et le parcours de soins soient cohérents. Enfin, on a un axe plutôt recherche qui est autour d'un outil de cohorting, pour essayer d'identifier, et dans le parcours de soins, des patients qui sont éligibles à des forfaits spécifiques, ou encore de les rattacher à des études cliniques qu'on peut arriver à faire. Alors, comment est-ce qu'on peut faire pour que l'IA et la data aient un impact positif sur le monde ?
on va essayer de se donner comme objectif, pour les médecins, en termes de persona, de leur faire gagner, sur la génération de contenu, à peu près 1 à 2 heures par jour, juste sur les tâches administratives. Et pareil, pour la partie chat, ça va leur permettre d'explorer beaucoup plus facilement le dossier patient, d'arriver à identifier dans l'historique du patient exactement les examens qu'il y a eu, les praticiens qu'il a rencontrés, les avantages, les inconvénients, et peut-être potentiellement même d'arriver à identifier des conflits, des avis divergents, des choses qui ne se sont pas passées extrêmement fluidement dans son parcours. Pour les chercheurs, ça veut encore dire les médecins, parce qu'il y a beaucoup de médecins qui font de la recherche en plus de leur pratique, mais il y a aussi les attachés de recherche. On va essayer d'arriver à avoir 2 axes. Un, pour identifier des forfaits éligibles au niveau de l'État. Par exemple, on va avoir des gens qui ont des maladies rénales chroniques et qui passent à travers les mailles du filet. Avant qu'ils aillent en dialyse, avant qu'on soit sur des traitements lourds, on va essayer de les faire suivre un parcours de santé un peu plus light au niveau diététique. Et ça, c'est des forfaits qui sont remboursés à l'échelle de l'État et qui, en fait, font gagner activement de l'argent à l'hôpital. On va aussi avoir, donc plus pour la partie recherche clinique, la possibilité d'une analyse historique un peu plus poussée, un peu plus simple, avec juste du langage naturel pour identifier des gens qui auraient telle pathologie, reçu tel médicament, etc. Je vais vous montrer un peu une démo, parce qu'on a évoqué dans le talk précédent que c'était très intéressant d'avoir une démo directement. Et là, étant donné qu'on n'est pas tous médecins, ça va être difficile de vous donner un dossier patient, un vrai. Donc discutons un petit peu de à quoi ça ressemble la solution en tant que telle. Alors, la solution en tant que telle, elle vous permet déjà de sélectionner un patient. Alors, dans le cas présent, ne vous inquiétez pas, c'est des patients synthétiques, ce n'est pas des vraies données de santé. Automatiquement, toutes ces données vont être transmises à une intelligence artificielle qui va analyser, indexer et générer la synthèse de ce dossier patient. On va pouvoir choisir un template de compte-rendu, de lettre de liaison, de tout le corpus administratif et lancer la génération qui va automatiquement, section par section, commencer à identifier tous les correspondants médicaux qui sont dans le parcours de soins du patient, les motifs d'hospitalisation si, justement, là, dans le cas présent, c'est un compte-rendu, la biologie, les antécédents, toutes les choses qui, en fait, sont fondamentalement de l'ordre du documentaire et fondamentalement sont déjà présentes dans son dossier. Bien sûr que tout ce qui correspond à la consultation, bah là, ça va être rempli par le médecin, mais au moins, il peut se concentrer sur vraiment ce qui va être important pour le patient, pour lui et dans sa relation là-dessus. En plus de ça, on va avoir toute une partie chat, une fois que la génération est terminée, on va avoir toute une partie chat qui va nous permettre non seulement de reformuler, de synthétiser, et aussi de commencer à chercher au sein du dossier patient des informations supplémentaires. Alors, ce qui est important et qui est une des emphases de ce produit-là, c'est aussi de sourcer systématiquement la totalité des informations qu'on propose. Donc typiquement, si on va demander le dernier ECG d'un patient, on va non seulement lui donner la réponse, mais aussi lui donner les moyens d'aller vérifier de quel document, de quel examen sort en fait toute cette partie-là. Donc là, on va avoir le lien directement correspondant au patient. De ce côté-là, on va pouvoir avoir, après tous les patients qu'on est en train de traiter, créer des nouvelles sessions, avoir un suivi administratif de tout ce qu'on a généré, de toutes les sessions de chat qu'on a itérées. Alors ça, c'est la démo, c'est le produit en termes de MVP qu'on a développé à l'heure actuelle. Pour vous donner une petite idée en termes de timeline, l'idée pour le produit, c'était à peu près juillet 2024. On a commencé en 4 mois à sortir un premier prototype. Le prototype est relativement simple, mais publiquement accessible, sachant que nous, notre objectif, et en tant que boîte et en tant que produit, c'est de faire gagner du temps aux praticiens hospitaliers. Pour faire gagner du temps à l'hôpital, par définition, un SaaS accessible directement sur Internet, ce n'est pas exactement la solution. Nous, on a comme objectif de se déployer à l'hôpital et de garantir, encore une fois, la souveraineté et la protection des données là-dessus. Donc on a signé en décembre 2024 un certain nombre de pilotes avec les hôpitaux et depuis juillet 2025, on travaille au déploiement dans les systèmes d'information de l'hôpital. On estime que la fin des pilotes et la commercialisation à proprement dit, on la visera plutôt pour mai 2026. L'IA générative, comme je le disais, c'est une opportunité pour nos produits. Alors c'est une opportunité pourquoi ? Parce qu'en fait, si vous avez déjà travaillé sur des systèmes de machine learning, on a un problème qui est indéboulonnable, qui est le problème du call start. Le problème du call start, c'est le paradoxe qui est qu'en machine learning standard, pour avoir
un produit basé sur de l'IA, il nous faut un modèle. Pour avoir un modèle, il faut des données. Pour avoir des données, ça serait bien d'avoir un produit. Le problème, c'est que pour avoir un produit, il faudrait déjà avoir un modèle qui fonctionne suffisamment bien pour commencer à entraîner un peu la machine. Alors, il y a une manière très simple, hein, c'est de voler des données. Mais bon, cette partie-là, on va essayer de l'éviter, et a fortiori sur des données de santé, c'est impossible à faire. Et c'est pas une bonne idée. Avec un LLM, on va avoir l'opportunité produit très simple qu'on peut avoir un modèle qui fonctionne raisonnablement bien, et ce, sans fine-tuning, sans spécialisation. Ça peut vous faire un premier prototype, et des données supplémentaires peuvent aider, mais elles sont plus nécessaires. Une fois qu'on a dépassé cette frontière un petit peu de l'amorçage, bah là, on a des données, on a quand même une base sur laquelle fonctionner, on peut commencer à développer des algorithmes un peu plus spécialisés à des tâches précises, pour que derrière, ça soit plus simple de faire des modèles qui sont moins gourmands en énergie, moins gourmands en argent et meilleurs en termes de bilan carbone. Les enjeux produits qu'on a dû adresser, nous, de notre côté, ils sont relativement standards. Le premier, c'est la data quality. En termes de qualité des données, les LLM, c'est comme tous les autres produits de machine learning. Si vos données sont dégoûtantes au début, bah, votre résultat va être médiocre à la fin. Le deuxième, c'est un enjeu de confiance. Un produit d'intelligence artificielle, et a fortiori aussi large qu'un LLM, a beaucoup de biais et de nécessité de renforcer autour de la confiance. Ça a toujours été un problème avec les systèmes de machine learning qui peuvent être vus comme des boîtes noires, mais avec les LLM, vu que le cas d'utilisation peut être très large, c'est d'autant plus important. La mesure de la performance est aussi un sujet. Sur les systèmes de machine learning, c'était déjà compliqué dans le sens où ça demandait du personnel data scientist qui avait ces notions statistiques un peu directement dans le sang. Côté LLM, la frontière de difficulté est encore un peu plus large. Enfin, la maturité de l'écosystème, si on est complètement honnête, n'est pas exactement parfaite. On est sur un sur un écosystème qui est florissant. Il y a beaucoup d'investissements, beaucoup de gens très intelligents qui y travaillent. On a en plus un cercle qui est de plus en plus vertueux, non pas forcément en termes de bilan énergétique, mais au minimum en termes d'ouverture des modèles, parce qu'au début, on était sur des modèles très fermés, très privés, en boîte noire, prétendument pour assurer la sécurité, mais surtout pour assurer une rente. Maintenant, on commence à avoir beaucoup de modèles qui sont open source, libres, et qui ont des performances quasi équivalentes, voire même des SLM, donc des modèles un peu plus petits, qui en fait ont des capacités de raisonnement qui ne sont pas non plus stupides. On peut avoir quelque chose de très intéressant qui, il y a 5 ans, n'aurait pas été imaginable. Alors, l'avantage sur ces enjeux-là, c'est que nous, on en a un qui est déjà, on va dire, traité, parce qu'en fait, la partie qualité des données, c'est notre métier. Notre métier, c'est littéralement de mettre en qualité et de remettre dans des standards interopérables, internationaux, les données de santé. Donc cette partie-là, l'avantage, elle est un peu couverte de notre côté. Pour la confiance sur le produit, nos réponses organisationnelles et techniques là-dessus, elles sont simples. Déjà, un sourcing systématique des informations. On va se rajouter beaucoup plus de vérifications, beaucoup plus de contraintes sur ces produits-là que sur un produit standard. On va essayer d'identifier assez rapidement au sein du dossier patient, c'est-à-dire au sein des données qui sont réelles, ce qui correspondrait à un conflit ou à une incohérence. Alors, c'est un problème en soi, parce que par définition, ce qui peut apparaître, on va dire, pour un moldu à une incohérence ou à un conflit correspond pour un praticien hospitalier à tout simplement l'évolution normale de la maladie. Donc, c'est des choses où ça a des grosses conséquences métiers. On va avoir un contrôle assez fin aussi du droit et des scopes des données fournis à l'intelligence artificielle. Parce que le nouveau sport olympique, ça reste quand même d'essayer de faire dire n'importe quoi à une IA et de lui faire divulguer des données sensibles. On va avoir, nous, de notre côté, mais ça c'est un positionnement de notre côté, un effort assez important sur la souveraineté des modèles. Tout ça, c'est des étapes qui nous permettent d'arriver à en assurer la sécurité. La confiance par le produit, elle passe aussi par une organisation autour de la sécurité. Là où, en fait, on peut avoir une approche relativement lâche sur la sécurité de manière générale, quand on manipule des données de santé, qu'on est certifié ISO 27001, qu'on a des référentiels de la CNIF sur les entrepôts de données de santé, etc., et puis même, juste pour assurer la sécurité de ces données-là, on va avoir de notre côté des sessions de QA interne avec et des experts médicaux et des experts techniques pour essayer d'arriver à évaluer la pertinence de la solution. On va avoir des revues de vulnérabilité un peu plus soutenues, des pen tests externes qui ont déjà été organisés dès le prototype,
et une traçabilité des actions, une auditabilité qui va être un peu organisée dès le début. Une chose importante, je l'ai évoqué, c'est difficile de mesurer la performance des LLM et la performance de ces systèmes d'IA générative. Ce n'est pas pour ça qu'il faut abandonner. À l'heure actuelle, on est face à une généralisation d'un syndrome qui serait un peu le syndrome du plug and pray. C'est-à-dire, je vais juste donner toutes mes données et prier que, globalement, ça donne quelque chose de correct. Le problème, c'est que ça peut partir pour un MVP pour prouver que les choses sont vraiment faisables, mais étant donné qu'on est quand même sur un système, on va dire, multidimensionnel, où n'importe quel petit changement, que ce soit sur la manière de traiter la donnée ou sur la manière de l'interagir avec les prompts, change tout. Si vous n'avez pas une baseline assez rapidement pour arriver à dire hors ligne et en ligne, c'est-à-dire avec ou sans utilisateur, voilà un petit peu mes performances et est-ce que j'ai amélioré ou empiré la situation, en fait, ça ne va pas aider. Ça ne veut pas dire qu'il faut actionner directement pour avoir 99 sur 99 sur 99 sur toutes les métriques, mais au minimum avoir un process pour pouvoir arriver à définir ces métriques, arriver à les changer et arriver à avancer, on va dire, en confiance sur la pertinence de ces données. En conclusion, déjà, c'est un produit comme les autres. Il ne faut pas non plus le sacraliser plus qu'autre chose. On peut mettre de l'IA assez facilement dans son moteur, mais comme d'habitude, il faut partir de l'usage, partir de la vision produit associée. Une chose qui est un peu plus compliquée, c'est que les codes de design sont clairement en cours d'élaboration. On peut essayer de s'inspirer des gros acteurs, mais même à l'heure actuelle, vous allez avoir plusieurs grosses dominantes entre le mode de fonctionnement, on va dire, d'Anthropic avec Claude, Claude Code, etc., les modes de fonctionnement de ChatGPT, et puis plus récemment de Google avec Notebook LLM. En termes de design, ça va du cockpit d'avion à l'interface minimaliste. Et pour l'instant, on ne sait pas encore à quoi doit ressembler une poignée de porte efficace dans ce genre de situation. Restez sur l'idée d'avoir un POC, un MVP et aussi des feature flags, c'est-à-dire la possibilité d'arriver à contrôler un peu votre zone de déflagration pour arriver à ouvrir progressivement des fonctionnalités, ouvrir progressivement des choses. La qualité des données, je l'ai déjà dit, mais ça inclut et les données patientes, dans le cas présent, et les prompts que vous allez mettre au sein de vos applications. Une bonne chose, et a fortiori dans le monde de la santé, c'est d'avoir une approche très rapidement de co-construction, d'identifier dans vos pilotes des gens qui sont first adopters, qui sont appétents à l'innovation, et d'arriver à convaincre non seulement sur les côtés potentiellement financiers, mais aussi sur les côtés santé de la plus-value en fait, de la solution que vous avez à avoir. La communication est d'autant plus importante parce que c'est très facile de mal se faire comprendre, c'est très facile de perdre la confiance, en fait, juste parce que la communication n'est pas suffisamment léchée là-dessus. En conclusion, de notre côté, qu'est-ce que ça donne ? On est assez persuadé qu'il existe un monde vertueux autour de l'IA générative. On a 5 pilotes en cours avec des centres hospitaliers universitaires, des centres hospitaliers régionaux et des groupements. On a à l'heure actuelle plus de 20 000 dossiers patients qui ont été analysés, ce qui correspond à un peu plus de 1 million de documents qui ont été intégrés. Alors on ne peut pas exactement commencer à dire qu'on a sauvé des gens, c'est toujours un peu compliqué sur cette partie-là, mais on a déjà amélioré la prise en charge d'un certain nombre de patients et on a déjà fait gagner du temps de praticien. Cette partie-là, elle est relativement importante et elle nous permet d'arriver à nous dire que si en plus on arrive à rendre ça sécure, souverain et un petit peu moins impactant côté bilan carbone, on peut réussir à avoir une solution qui aidera un petit peu le système de santé. Voilà. Maintenant, c'est à vous d'essayer d'arriver à faire mieux.